représenter les scouts de France. Et c'est ça qui me paraît important, c'est que pour les jeunes ou pour les adultes, on sent qu'on fait partie d'un mouvement, d'une grande famille. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première de l'œil du scout, votre nouvelle émission. Je suis accompagné d'experts du terrain qui sont avant tout des passionnés de ballon. Et pour ce premier numéro, j'ai la chance d'être avec deux scouts, franchement deux scouts qui montent de gamme en gamme, qui ont leur petite réputation et surtout qui font du très bon travail. Je suis avec Chérif Bouchiki. Salut Chérif. Salut Norine, comment ça va? Chérif, un plaisir de t'avoir. Tu nous accompagnes sur les émissions l'Insta United Foot et tu es là aussi dans l'œil du scout. Voilà, tu es polyvalent. Toi, c'est le terrain. On essaye, hein, écoute, toi-même, tu sais qu'on est souvent sur les terrains ou sinon en train de regarder justement les terrains, souvent en train de regarder des matchs. Donc, toujours un plaisir d'être là et de parler ballon. Hein. Je suis également avec ton compère de CB Scouting, Bastien Cordoleani, dit Cordo. Bastien, comment tu vas? Salut les amis, ça va très bien. Merci pour Bastien, l'invitation. un plaisir, Bastien, de t'avoir. Tout comme Chérif, hein, Bastien. Tu scrutes les terrains amateurs, les matchs professionnels. C'est combien de matchs par semaine que tu regardes, Bastien? J'imagine que Chérif, on est sur la même moyenne. Ah oui, bah, ouais, c'est des semaines bien chargées. Ben, hier soir, je crois que tous les deux, on s'est endormis devant un match. On s'est couché accompagné d'un petit match à l'écran. Donc oui, c'est du 2-3 par jour en vidéo et 2-3 par semaine en physique. Donc tu fais le calcul, ça fait une douzaine à peu près. Si on se laisse un jour de repos, mais on monte vite entre 12 et 15. Les gars, Rapide. les gars, ne partez pas loin. Restez bien avec moi parce que la situation est un petit peu compliquée pour l'Olympique de Marseille. C'est le thème du jour, le recrutement proposé à l'OM de la part de nos scouts. Il y aura beaucoup de thématiques dans cette émission. Aujourd'hui, c'est la thématique du recrutement. Vous avez ciblé des profils, des joueurs, des postes manquants à l'Olympique de Marseille. Et justement, vous allez nous les faire découvrir dans ce premier volet. Donc, de l'œil du scout. On sait les gars, que les finances de l'OM sont exsangues, donc vous êtes adapté au contexte, j'imagine. Et donc, c'est là où c'est un peu plus compliqué, Chérif. Ah, c'est plus que compliqué même, hein, parce que vu les conditions que doivent réunir, entre guillemets, le recrutement. Tu me disais qu'il y avait des joueurs, Chérif, qui étaient déjà partis. On est début août et certains joueurs sont. Donc, en fait, la clé du recrutement, c'est clair et net que c'est l'anticipation. Ça veut dire que une cellule de recrutement, son job, c'est justement de prévoir, de prévenir, d'anticiper même. Donc, toute l'année, ils ne vont pas attendre le mercato. Donc, toute l'année, c'est une observation de tous les jours. Comme dit Cordo en bas, on est tous les jours en train de regarder. Même là, l'été, qu'il n'y avait pas de match, on est toujours en train de regarder des matchs, observer des joueurs, dans le but, justement, au moment où le besoin arrive, de justement piocher parmi les joueurs qu'on a observés. Et là, en fait, ce qu'on fait, entre guillemets, pardon, tous les clubs depuis toute la saison, c'est qu'ils ont lancé, quoi. Mercato, et là, ils l'ont lancé dès le début. Donc, entre guillemets, depuis juin, ils sont tous en train d'attaquer les joueurs. Et donc, toutes les pistes, entre guillemets, de catégorie A ou toutes celles qui arrivent en haut de la feuille, eh ben là, il y en a vraiment plus beaucoup. Et pour avoir fait, entre guillemets, cet exercice avec Cordo et d'avoir regardé un peu les joueurs, là, ce qui nous reste, c'est uniquement des joueurs. Alors, on a noté des joueurs qui rentrent dans les conditions, mais il n'y en a plus beaucoup. Parce que et justement, Chérif, on en parlera de ces conditions-là. Juste avant, Bastien, moi, je voulais te lancer sur aussi l'aspect financier, économique du club. Donc, logiquement, les joueurs que vous avez ciblés sont des joueurs qui rentreraient dans les fourchettes de prix de l'Olympique de Marseille. J'imagine que vous n'avez pas ciblé des joueurs à 40 millions d'euros. On n'a aucun joueur, je crois, dans la liste qu'on a fait à plus de 9 millions d'euros Ok. en transfert sec, avec des salaires, à mon avis, à chaque fois en dessous de 100 000 euros par mois à l'instant T. Après, il faut voir les négociations, comment elles se déroulent. C'est toujours une histoire de négo, de primes et tout, parce que les salaires bruts, ça veut dire des choses, mais il y a aussi des primes à droite, à gauche. Et sinon, des opportunités de marché, de prêt et tout ça. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Chérif avant, l'anticipation, c'est la clé quand tu as le confort d'anticiper, de pouvoir anticiper. Là, la situation française des droits télé couplée à la situation olympienne actuelle fait que tu n'as aucun
aucune marge de manœuvre. Il n'y a pas de canapé là. Tu n'es même pas assis sur une chaise, tu es sur un tabouret et tu attends qu'on te file un petit fauteuil pour pouvoir t'asseoir et travailler. Donc ça veut dire que les mecs, ils sont évidemment, on parle de professionnels du football. Donc ils ont des listes A, liste B, liste C, liste D de joueurs. Et ils sont en train de voir tous les joueurs de la liste A se verrouiller. Ils sont en train d'activer la liste B, d'activer en parallèle la liste C. Ça, c'est la vie d'un mercato, mais situation très particulière cet été. On est le 4 août à date, là où on enregistre l'émission. Et c'est vrai que le marché français, il est verrouillé, pas que marseillais. Et le marché marseillais, je pense qu'il va se décanter uniquement sur les 2 dernières semaines du mois d'août. On va bientôt arriver à ce recrutement, on y est presque. Mais tout d'abord, les gars, à CB Scouting, comme dans beaucoup d'agences de scouts, vous avez créé votre boîte, vous observez des joueurs, vous travaillez pour des clubs, pour des agents. Voilà, vous êtes connectés au monde du foot et vous utilisez la data. Chérif, on entend beaucoup parler de data de manière simple et concrète. Qu'est-ce que la data? La data, c'est large. La data, c'est tout ce qui est, entre guillemets, statistique, tout ce qui est chiffré. Ça peut être la data sur l'âge, ça peut être le nombre de passes dans un match. Donc, nous, on l'utilise parce que c'est un outil indispensable maintenant dans le football. Peu importe le domaine, que ce soit quand tu es coach, peu importe, tu es joueur. Mais encore plus dans le recrutement, parce que ça permet aussi de mieux quadriller. Nous, c'est ce qu'on fait sur certains championnats. On l'utilise beaucoup plus. Et il y a quoi dans cette data? Dans la data, en fait, si tu veux, par exemple, il y a des postes. Si tu as, par exemple, un latéral droit ou un latéral gauche, tu vas regarder certaines métriques. Les métriques, c'est un peu des items. Donc, si tu veux, ça peut être les dribbles tentés, les courses vers l'avant, tu vois. Ça peut être à l'inverse, si tu cherches un latéral défensif, les duels au sol gagnés, les interceptions, tu vois, les datas physiques, le nombre de répétitions de sprint, les kilomètres parcourus par match. Donc, c'est assez large, mais ça permet de définir des fois des profils ou de rechercher des joueurs qui, entre guillemets, sont élites dans leur championnat. Nous, c'est ce qu'on fait avec Cordo. Sur les championnats qu'on fait, il y en a qu'on suit quotidiennement. Comme il a dit, on regarde des matchs assez souvent. Il y a des championnats comme par exemple Belgique, tout ça. C'est des championnats qu'on suit vraiment, vraiment quotidiennement. Mais on couple avec la data et ça nous permet de faire un vrai quadrillage. Il y a des championnats qu'on ne fait pas, comme certains pays de l'Est qu'on fait avec la data et que derrière on va observer. Mais la data, c'est indispensable. C'est indispensable. Et en plus de ça, la plupart des clubs l'utilisent maintenant. Et ils l'utilisent vraiment à forte dose. Donc ça permet, entre guillemets, de voir certains joueurs partir assez rapidement. Donc c'est ce qui fait aussi que sur le mercato, les joueurs qui sortent le plus en data ou sur certaines métriques dans certains championnats sont déjà tous partis. Allez, les gars, on va essayer d'accélérer pour ne pas trop faire languir les spectateurs. Il y a cette histoire de verrou, donc de critères que vous avez mis. On en a parlé en début d'émission avant de faire cette introduction sur votre magnifique et valeureux métier, le scoutisme. Juste, on va attaquer sur les verrous. Tu veux nous en parler? On fait quoi? Chérif, Bastien, on laisse Chérif? Tu veux quoi? Tu veux nous en parler? Allez, Bastien, on a les 6 verrous, donc tu les as sous les yeux. On les a aussi pour celles et ceux qui nous suivent. Donc, on a les 6 verrous. Bastien, ce sont 6 critères, on va le dire ça assez vulgairement. 6 critères qui vont permettre de recruter ces joueurs. On commence par le volet financier. Alors, il faut déjà partir du principe que tous les joueurs, évidemment, qu'on va nommer ou qu'on va cibler, c'est des joueurs déjà qu'on a vus plusieurs fois, qu'on a certaines fois couplés avec de la data, mais c'est surtout des joueurs intéressants. On va partir du principe que c'est des joueurs qui peuvent apporter une plus-value. Mais on a essayé de se dire, si on était à l'Olympique de Marseille actuel, j'entends, qu'est-ce qu'il faudrait regarder quand on va recruter un joueur, sachant que c'est comme quand tu vas acheter une maison. Tu pars avec une idée en tête. Tu veux, je sais pas, un jardin, 6 pièces, 2 salles de bain, machin et tout. Puis après, tu fais en fonction de ton budget et puis tu élimines certains trucs. Ton jardin, tu vas prendre plus petit. Tu vas avoir qu'une salle de bain sur 2. Donc là, c'est pareil. Tes 6 critères pour les avoir, c'est des joueurs qui sont financièrement inabordables pour l'OM. Donc nous, on les met sur la table et on affine en fonction. Donc, ok. Après, je te laisse développer si tu as des questions sur les... Non, pour l'instant, c'est très clair, justement. Moi, j'aimerais que rapidement, tu m'évoques en une phrase. On va commencer par le numéro 1, le volet financier. Cordo, donc le volet financier. Volet financier, très simple. Ta masse salariale, ton enveloppe de recrutement, qu'est-ce que tu es en capacité de faire?
Donc là, on sait Le que pro- l'OM ne sera pas en capacité de sortir 17-18 millions sur un joueur nettement. Mm. Ne sera pas en capacité de se faire prêter un joueur de Manchester City en disant par exemple je prends 400 000 euros par mois du salaire et 200 000 pour vous. Donc voilà, très Donc simplement. voilà, comme on le voit sur les cas, un transfert moins de 10 millions, comme tu l'as dit, salaire, moins de 150 000 euros par mois, contrat restant de au moins de 2 ans, le levier de prix. Il y a le profil de jeu, ça aussi c'est très important. Le profil de jeu, pour moi, c'est mon cœur de métier, on va dire. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire parler avec le coach, dans quel système tu vas jouer, quel profil tu veux. Tu joues en 4-3-3, pointe haute, pointe basse. Ta pointe basse, tu la veux athlétique, tu la veux grande, tu la veux petite, tu la veux en régiste, c'est-à-dire en premier relanceur. Donc ça, c'est, pareil en une phrase, c'est méthode pyramidale par du terrain pour affiner vers tes recherches. On va continuer justement avec ce magnifique travail que vous nous avez fourni. Il y a donc l'intégration, comme on le voit s'afficher. Donc, il y a marqué francophone, langue latine proche, ou déjà passé par un grand championnat. C'est ce que vous avez ciblé pour cet effectif, c'est ça? Voilà, ben là, tu sais que tu as un effectif. Bon, c'est un peu le cas tout le temps à l'OM, mais là, on sait que c'est un effectif en totale reconstruction. Ça peut aller plus vite de reconstruire un effectif avec, je te dis une bêtise, 3-4 joueurs hispanophones et tout le reste francophone, parce que tu te crées des groupes. Je vais donner un exemple. À un moment donné, Toulouse recrutait comme ça et recrutait 3-4 Scandinaves pour que les mecs aient se sentent dans une espèce de cocon et pas forcément seuls dans un vestiaire. 3-4 anglo-saxons, 3-4 hispanophones, voilà. Donc l'idéal, évidemment, c'est des francophones parce que tu as un staff qui est francophone. Si on a eu un staff d'Argentin, je t'aurais dit peut-être faire moitié-moitié, mais là, tu as un staff francophone, donc l'idéal serait des francophones. Donc ça peut être des joueurs d'origine africaine, ça peut être des joueurs belges, ça peut être des joueurs, comme tu dis, qui sont passés dans des championnats comme la Suisse, comme la Belgique, Ok. tout ça. Donc ils pourraient Ouais. Ok, on va continuer. On va essayer d'accélérer le rythme parce qu'on fait languir nos spectateurs. La valeur à terme. Vous avez marqué, une recrue est aussi un actif. L'OM doit vendre chaque été. Il y a aussi une notion de vision sur la revente. Chérif, tu veux y aller, Chérif? Ouais, bah c'est assez clair, hein, et c'est des choses que justement à l'OM on maîtrise peu, en tout cas les dirigeants maîtrisent peu, sauf certains sur ces dernières années, notamment les jeunes comme Robinho Vaz, mais c'est le fait de recruter des joueurs jeunes, de les faire jouer, de les mettre en valeur. Ok. Et derrière, on sait qu'il y a le marché anglais, il y a d'autres marchés qui se libèrent, mais le marché anglais, on va dire, est friand de Français, de jeunes. Donc le problème, c'est que nous, à l'OM, on voit peu de départs, comme font les autres clubs, et les finances en auraient bien besoin. Donc acheter des joueurs qui sont assez jeunes pour pouvoir, entre guillemets, qui se développent un peu plus et pouvoir les revendre derrière, qu'ils aient une valeur, qu'ils partent pas à 31 ans, retourner dans leur championnat, ou qu'ils aient un trop gros salaire pour d'autres clubs. Comme tu l'as mis, moins de 25 ans en transfert sec, vous avez mis au-delà du prêt ou du contrat court et revente qui est plus grand que le prix d'achat à 2 ans. Donc voilà, c'est très clair. La disponibilité, aucune saison blanche derrière lui, pas de blessure, pas de mise à l'écart. C'est vrai que ça. C'est important parce que tu peux recruter un joueur qui n'a pas joué, ça sera un pari. Et on rappelle que ces conditions-là, c'est dans l'idéal. Et c'est pour ça que je répète encore, l'anticipation, c'est la clé. Parce que dans l'idéal et dans un monde parfait, ton joueur il remplit tous les critères. On va voir ici que maintenant, à ce jour, dans le mercato, c'est très compliqué d'en remplir au moins 4 sur 6. Déjà, c'est beau. Mais normalement, si tu anticipes depuis le début, il y a des joueurs qui peuvent en remplir 5 sur 6, voire 6 sur 6. Tu vois. Après, on rappelle aussi qu'à l'OM, vas-y. Une recrue réussie, et j'ai envie de te dire, c'est qui une recrue réussie? Donne-moi les recrues qui ont réussi à l'OM et qui ont explosé. Tu vois, il n'y a pas de parcours type. On a recruté des joueurs pour 25-30 millions comme Strootman qui ont été des échecs, et on a recruté des joueurs comme Ribéry qui sont venus gratuits et qui ont tout explosé chez nous, tu vois. Donc il y a toujours quand même une part, tu vois, aléatoire, on va dire une part, c'est pas aléatoire, mais on va dire qu'il y a toujours une part d'imprévisibilité, bien sûr. Et oui. Donc après, si tu veux avoir des garanties, il faut qu'ils remplissent ces conditions-là. Donc avoir fait des saisons blanches, c'est compliqué parce que je te dis que derrière, tu vois, c'est risque de répéter. Et il y a le dernier critère, la tenue sous pression. Oui, allez, Cordo. Ouais, ben c'est simple. C'est là, tu sais que tu as un joueur, parce qu'il faut savoir aussi, qui tu es quand tu recrutes. Et toi, tu sais que tu es l'Olympique de Marseille. Ça veut dire que là, entre septembre et décembre, tu vas avoir des matchs le jeudi, des matchs le dimanche, avec des notes dans la presse le vendredi, des notes dans la presse le lundi, des émissions sur RMC, des émissions sur l'Instant N, etc., où ça va parler de toi. Donc, il faut savoir où tu emmènes tes gars. Si tu sais que le mec, il est un peu fragile mentalement et que tu l'emmènes là-dedans, ben, t'es bête.
c'est pas méchant, je dis pas ça parce qu'il y en a qui l'ont fait, mais t'es bête. Bien sûr. Ou ça veut dire que t'es aux abois et que tu prends un joueur comme ça, tu le jettes dans la marmite et tu vois s'il cuit, quoi. Donc c'est ça, la tenue sous pression, c'est tout simplement savoir où tu es. C'est évidemment pas pareil de recruter pour Monaco et de recruter pour Marseille. Et pour la quantifier, c'est assez, comment dire, c'est peut-être des fois un peu inquantifiable. Tu peux passer par certains championnats, certains clubs, mais après aussi des fois tu as des joueurs, je vais prendre par exemple des ailiers qui vont prendre vraiment le ballon dans les dernières minutes quand c'est chaud, ou tu vois des joueurs qui n'ont pas peur d'intervenir dans les moments, tu vois, à la 90e, qui n'ont pas peur d'aller soit presser, soit avec ballon justement d'aller chercher le but qu'il faut ou qui fait gagner. Et entre guillemets, des fois, c'est des joueurs comme ça où tu vas voir des petits trucs qui vont te faire dire, bon, lui, il n'a pas peur, tu vois. Lui, justement, il attend que ça, un public de fou, comme on a chez nous, pour faire exploser, tu vois, le Vélodrome. On va commencer cette liste avec le poste de latéral droit. Donc, vous avez fait, par poste, à peu près 2 à 3 joueurs. Après, ça diffère selon les besoins du club. Là, on considère que Timothy Weah reste et ça va être un joueur qui va pouvoir le challenger sur le côté droit. Ouais. Je pense que Genesio, il part dans l'idée que Weah, il peut jouer 2-3 postes. Donc, du coup, on commence par Thérèse Koudou. Koudou, nous, pour notre histoire personnelle, on connaît bien parce qu'en fait, il joue à Pau. Et à Pau, il y avait un coach qu'on connaît, qu'on apprécie particulièrement. Et Nico c'est là-bas qu'il Isaïe. a explosé. Nico Isaïe, ouais, pour le citer. C'est là-bas qu'il a explosé et il a même intégré l'équipe de France Espoir à la suite de ça. Et moi, j'adore ce joueur. Je trouve pétri de qualité. Et c'est vrai qu'il n'a pas réussi à Reims. C'est là que le football est dur parce qu'il a eu à un moment donné, au mois d'août, il y a 2 saisons, 2 apparitions où il fallait qu'il se montre, il ne s'est pas montré. Mais justement, là, il est parti en Belgique, il a prouvé ça. Quel profil? C'est un profil complet. Franchement, c'est un profil complet qui sait attaquer, qui sait défendre. Il sait rentrer dans le milieu à la construction du jeu. Il a un bon pied droit. Il a des capacités physiques au-dessus de la moyenne dans la répétition des efforts. Il est assez costaud. C'est un beau joueur, tu vois. Même visuellement, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de beau quand il conduit la balle et tout. Donc moi, j'adore. Important. Après, évidemment, je ne parle pas d'un titulaire indiscutable à l'OM demain. Mais je parle d'un joueur qui va avoir une valeur montante, qui a des axes d'amélioration, qui, nous, là, ça on le sait de l'intérieur, est un garçon très posé, intelligent. Ça ne va pas être quelqu'un qui va mettre la merde dans le vestiaire. Voilà. Tout ça, ça fait partie des choses. Il a 21 ans, Thérèse Koudou, et on va enchaîner par un joueur, lui, qui a 28 ans, qui est actuellement à 3, latéral droit. Donc, on reste avec toi, Bastien. Ivan. Du coup, sur le document. J'ai 28 ans. Sur le document. 20 ans, d'accord, 20 ans, autant pour moi. Autant pour moi, du coup, on reste sur le même ordre, on reste sur cet âge-là, sur le même ordre de grandeur, avec Ivan Titi, donc, qui a 20 ans. On reste avec toi, Bastien. Moi, coup de cœur l'année dernière en Ligue 2, pour moi, meilleur latéral droit de la saison en Ligue 2. Sur la première partie de saison, il est même sur un nuage, c'est-à-dire qu'il réussit tout, offensivement, défensivement. Là, on est sur un profil encore plus technique, un peu plus joueur. Alors, je ne sais pas, mais je suppose que c'est un joueur qui était un offensif quand il était très jeune et qui est redescendu parce qu'il a vraiment une qualité technique très forte. Il a joué central aussi. Et il peut jouer central, mais on est sur un profil un peu plus joueur que Koudou, un peu moins complet, un peu plus contre-attaquant. Mais bon, ça fait des années qu'il est latéral droit et qu'il performe. Pareil. Et puissant aussi, côté physique aussi, c'est très très costaud. Pour moi, c'est. Et puis comme à un moment donné, il faut cibler des marchés. Le marché de la Ligue 2, qui est un marché tremplin par excellence, et un marché que tu dois cibler absolument comme la Belgique dans ton mercato 2026-2027. Elle a été champion de France donc l'année dernière de Ligue 2 avec 3 nommés pépites de la saison du mois de septembre notamment. Et donc, comme vous l'avez dit, il peut jouer dans l'axe avec un beau physique 1m88. Il y a des vigilances. Vigilance pour Thérèse Koudou, c'était le contrat jusqu'en 2029. Donc, va être difficile de négocier. Et pour lui, la vigilance, c'est qu'il a une belle blessure aux ischio de plus de 2 mois et qu'il n'a toujours pas joué. Il y a des clubs sur lui, en Coupe d'Europe. Il y a des clubs dessus. Donc, on va avancer par le poste. Là, on va rester sur le même couloir, mais on va monter un poste qui est quand même bien vide. Là, actuellement, ça tourne dans les matchs de préparation de l'Olympique de Marseille sur ce poste d'ailier droit. Donc, vous avez mis dans votre liste un joueur qui a les 6 critères. Fares Guedjemi. Chérif, je suis allé. Chérif, c'est un Algérien, c'est pour toi, ça. Ouais, Fares Guedjemi, écoute, c'est le profil pour moi
parfait pour chez nous parce que c'est un Français. Donc, tu vois, il parle la langue. Il est passé par Rouen. C'est un joueur qui a tout cassé en Série B la saison dernière avec son équipe qui est promu du coup en Serie A. Il avait joué aussi en Serie A l'année d'avant à Frosinone, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un ailier droit gaucher dans la percussion, assez fin physiquement, mais du coup ça lui permet d'avoir cette vivacité, tu sais, dans le 1 contre 1, de sortir rapidement du crochet et d'enchaîner par une frappe, comme me rappelle un peu à l'époque un genre de Thauvin, tu vois, à l'époque. Donc assez fin et très 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 technique. Qui marque intéressant aussi, il y a cette histoire de XG, il a plus de buts que ses XG, il a 15 buts sur 10,02 XG, il surperforme. Ouais, il surperforme, ça veut dire qu'il est très, on va dire qu'il règle bien la mire. Alors après, des fois, il a besoin de peu peut-être, c'est ça. Il a besoin de peu pour marquer, donc l'idéal, ça serait qu'il se crée encore plus, qu'il ait encore plus de situations. Vas-y. C'est un super joueur, mais il y a du monde quand même dessus, et je pense que Frosinone veut le garder surtout. Il y a Glasgow Rangers là, qui presse fort pour lui là, actuellement. Bon, on continue avec l'ailier droit égyptien, Issam Hassan, que vous avez mis dans votre liste. Vas-y, Shérif, ou Cordo, comme vous voulez, Bastien. Vas-y, Shérif. Issam Hassan, on connaît un peu aussi avec Cordo. Il a un parcours un peu long et sinueux. Il était en Liga. Il n'a pas joué énormément. Et il a fait une très très grosse Coupe du Monde. On le sait, ça peut être révélateur pour la suite de sa carrière. Moi, j'ai vu des capacités qui peuvent être intéressantes. Alors, bien sûr, c'est à pondérer parce qu'on perd Mason Greenwood qui a je ne sais pas combien de buts, tu vois, sur les 2 ans. Donc, quel style de jeu, Issam Hassan? Il percute, il crée, il se met entre les lignes aussi, mobile, tu vois, un vrai profil mobile dans la percussion qui crée pas mal de situations. Ouais, une bonne frappe aussi. Il ne state pas assez, mais entre guillemets, ça peut être une belle opportunité. Le truc, c'est qu'avec la Coupe du Monde, avoir la valeur qu'il a pris, si ça reste intéressant pour l'OM. Parce qu'à la base, c'était 3,9 millions sa valeur. Mais bon, un mondial, on sait que ça multiplie peut-être par 3, par 4. Des fois, la valeur de certains joueurs. Il y a Sakomash qui veut en parler. Il y a Sakomash, l'hispano-marocain. Ouais, pour moi, c'est un joueur super fort. Alors, lui, il remplit pas énormément de conditions parce qu'il a été blessé la saison dernière avec le Rayo Vallecano. Mais pour moi, pareil, c'est un profil un peu dans le style Fares Guedjemis, un ailier droit gaucher, très technique. Moi, je le voyais un très très gros potentiel, je le voyais aller très haut. Là, pour l'instant, ça n'est pas le cas, donc ça resterait un pari pour moi. Le fait est que là, comme on a dit, alors qu'il est dans le mercato, tu dois en faire parce que tu ne peux plus avoir de garantie. Et on a dit aussi que les garanties à l'OM, tu n'en avais pas tellement. Donc moi, honnêtement, c'est un joueur formé au Barça qui appartient, je crois, à Villarreal, qui avait été prêté au Rayo Vallecano. Pour moi, c'est un très gros potentiel. Donc il y a peut-être une opportunité à voir si on peut le récupérer en prêt, justement, sur des montages qui nous arrangent à nous. Mais je pense que c'est entre guillemets un joueur où on peut mettre une option d'achat et derrière créer de la valeur, justement. Parce qu'on rappelle qu'il a... Il a déjà une belle expérience, le joueur de 22 ans, c'est ça. Il a fait les JO 2024 avec une médaille de bronze, il a joué à la Coupe arabe, la CAN 2026 avec le Maroc, donc voilà, beaucoup d'expérience et bien sûr en club avec le Barça, même si c'est encore un jeune joueur. Il y a Syria Kyrie, on va aller rapidement sur ce 4e joueur. Ouais, un mélangeur, profil mélangeur, c'est-à-dire qui aime le 1 contre 1, qui va toujours se mettre face au jeu. Une belle bête, hein, plus d'un 80. Gros défaut sur les stats. Il faut qu'il arrive à améliorer sa finition, son dernier geste, mais profil qui peut enflammer le Vélodrome à tout moment. On aime bien les mélangeurs. C'est bien de temps en temps, un petit mélangeur là. Même s'il n'a pas de stats, des fois. Mais c'est bien, c'est vrai. C'est ce qui fait une équipe. C'est un ingrédient dans une recette complète. Hein. C'est une recette de 11 voire 15 joueurs sur un match. Et il te faut de tout. Il te faut des mélangeurs, il te faut des titilleurs de cheville, il te faut des mecs qui savent tenir leur poste, il faut des mecs qui font du dépassement de fonction. Et moi, je pense que dans cette équipe-là, il va manquer, à mon sens, de la verticalité
de la puissance et un peu de talent. Donc ça ne fera pas de mal des fois d'avoir un petit mélangeur qui vient, qui sème un peu la zizanie. On aime bien ça. Donc, c'est le joueur, l'ailier droit donc, de Fribourg en Allemagne, sélectionné au Burkina Faso. Il est né en Côte d'Ivoire, donc Cyriaque Irié. On enchaîne avec Osazé Uroguidé. Là, on passe au poste de défenseur central. Défenseur central, c'est vrai qu'on est dans une position, on en a parlé dans nos émissions vis-à-vis de l'OM, où il faut libérer pour acheter. Donc, on considère que 2 des 3 défenseurs centraux vont partir. Et pour l'instant, vous nous en avez proposé 3. Qui se sent d'aller au poste de défenseur central? Moi, c'est moi. On dirait que je te propose de jouer derrière. Là. Qui se sent Tu sais qu'on n'aime pas ça, nous, les Algériens. Non, mais sérieusement, Osazé Uroguidé. c'est le poste qui nous a posé le plus de problèmes. Parce que c'est un poste où tu as besoin d'avoir un joueur qui avait une certaine expérience, surtout à l'OM. Donc en centrale, c'est dur de prendre de jeunes joueurs. Donc c'est pour ça que ceux que j'ai choisis, c'est des joueurs que je mettrai dans la rotation. D'accord? Et c'est plus entre guillemets, des paris ou que j'accompagnerai avec à côté un joueur qui a de l'expérience. C'est pour ça que moi, je ne verrai pas la défense de l'OM partir en entier parce que je pense que derrière, on y perdrait dans tous les cas. Parce que, sauf si on arrive à faire des opportunités dont on parlera après. Mais pour parler d'Osazé Uroguidé, donc qui joue au FC Dallas en MLS. Moi, c'est un marché que je scrute pas mal. Il y a pas mal de bons joueurs, donc c'est un profil assez costaud. Il fait, je crois, presque 1m90, à l'aise balle au pied, casse des lignes, surtout costaud physiquement. Je pense que chez nous, il pourrait se développer en grappillant des minutes ou derrière justement un central qui peut de temps en temps être blessé, tu vois, surtout si on finit avec Aguerd ou avec un autre. Donc moi, je pense que Osazé Uroguidé, c'est un pari, mais je lui vois une belle marge de progression. Il est jeune, il est passé par Amiens, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en Ligue 2. Oui, c'est ça. Et là, il fait quand même une grosse saison à Dallas. Et moi, quand je le vois là-bas, je me dis il est recruté par des garçons qui connaissent très bien le marché européen. Donc, c'est vrai. C'est pas un recrutement au hasard. En plus, il a une valeur de 2 millions d'euros, donc il est accessible. Il est accessible Osazé Uroguidé. On continue avec Steven Bazea. Steven Bazea, pareil, c'est un pari. Sur les mêmes profils à peu près. Ouais, même profil. Costaud, pareil, 1m90, français d'origine congolaise. Lui, il est Alverca, un club au Portugal qui recrute très très bien. Il y a de très bons joueurs là-bas. Donc c'est un central qui a commencé à prendre de l'expérience là-bas. Il a été un peu blessé aussi. Il n'a pas pu faire une saison pleine. Mais c'est pour moi un joueur à gros potentiel qu'on peut mettre dans la rotation et qui peut gagner une place assez rapidement. Après, on le sait, à l'OM, c'est assez compliqué. On l'a vu avec un Babo Meïté qui avait du potentiel ou qui a encore du potentiel, mais qui n'est pas assez utilisé. Mais on parle bien sûr dans un monde idéal où ça bosse à fond, entre guillemets. On va enchaîner. Là, on va basculer sur les milieux de terrain. Vous avez fait. J'en avais encore un. Vas-y, tu peux. Et celui-là, c'est un pari pur. C'est uniquement sur du flair. À la CAN, j'avais beaucoup aimé Abdoulaye Diaby, le central du Mali. Je l'ai. Pour moi, c'est un très très bon profil. Un joueur qui peut être intéressant et dans la rotation, ça peut être assez costaud. Il a l'air pas mal physiquement. Ça a l'air pas mal cette histoire. Hein. Je crois qu'il fait 1m95 ou un truc comme ça. Il n'est pas embêté balle au pied. Moi, il m'avait impressionné à la CAN. À la CAN, je l'avais trouvé vraiment intéressant. Contre le Maroc, contre d'autres équipes, il avait été vraiment bon. Et je pense que dans une rotation de Ligue 1, il ferait le taf totalement. Tu m'as dit avec qui il a joué à la CAN? Il a joué avec avec le Mali. Il a joué contre les Comores. Je me souviens de son match. J'étais au stade en plus, mais de mémoire, c'est vrai, je me souviens de son match. Oh, la vérité. Tu avais l'impression que, et pourtant Rafiki Saïd et Miziane sont des très bons joueurs, mais là tu avais vraiment l'impression tu voyais vraiment la différence athlétique. Il avait même tellement il était facile athlétiquement, il pouvait anticiper et il avait une bonne lecture de jeu, du coup ça le permettait après d'être tranquille à la relance. Les deux derrière d'ailleurs, même très fort Ousmane. Ouais, très fort. Ouais, on va avancer en plus, il est là, Abdoulaye Diaby. On va avancer sur les milieux de terrain. Bastien,
C'est quoi l'histoire? Comment tu as fait ta petite tambouille? Parce que là, milieu de terrain, à l'OM, il y a quand même des joueurs, on ne sait pas s'ils vont rester, s'ils vont partir, s'ils vont grandir, s'ils vont, c'est rien. Voilà, on sait rien. Højbjerg veut partir, tout ça, tout ça. Donc toi, tu as vu combien de départs, du coup, combien d'arrivées? On est parti du principe que ça va jouer en 4-3-3 pointe basse. Mais partant de ce principe-là, tu te dis que bon, il y a une partie des joueurs qui vont pas rester, ça tu l'as dit, et puis une partie que tu pourras pas faire partir parce que, exemple, Kondogbia, à mon avis, il sera insortable. Faut voir Nadi la situation. Et pour moi, il faut de la verticalité. Il faut de la verticalité. L'année dernière, ça manquait, il manquait ces trucs. Donc nous, ce qu'on a ciblé avec Sheriff, c'est des joueurs surtout qui courent, qui sont verticaux, qui vont amener ça, qui vont amener un peu cette présence box-to-box qu'on avait du mal à avoir, à part par séquence Timber. Mais bon, Timber, pareil, c'est partie des valeurs dont on ne sait pas s'il va rester. Et donc voilà, on a ciblé 3 profils. On commence par... Vas-y. Je répète, que tout le monde sache bien, des joueurs, il y en a des milliers, des mieux que ce qu'on a, il y en a des centaines, des différents, il y en a des milliers. Mais là, c'est des joueurs sur des marchés qu'on observe, qu'on cible. On n'a pas fait une liste pour faire plaisir aux gens qui te regardent. On a fait une liste sur des marchés qu'on cible et qu'on connaît. C'est pas une liste inventée. On n'a pas fait ça. Mais justement, on le fait rapidement. On va le faire maintenant avant les milieux de terrain. Tu regardes quel championnat et Sheriff regarde quel championnat parce qu'on sait que vous départagez les championnats pour être le plus efficace. Alors, Sheriff, il est sur Belgique, Pays-Bas et tous les championnats français. Okay. Et moi, je fais tous les championnats français avec Sheriff. Portugal B, Série B. Après, comme on t'a expliqué en début d'émission, on t'a expliqué, toi tu comprends, mais comme on vous explique, parfois la data va t'amener un profil qui, je vais te dire une bêtise, joue en Autriche, en Israël, en Pologne, et ça va nous attirer l'attention et nous obliger à conforter ou ne pas conforter avec l'œil. Donc parfois, c'est pour ça qu'on va te sortir un profil qui joue en Bundesliga 2. Bien sûr. Parce qu'on l'aura vu avec vos outils. Sur nos outils, voilà, exactement. On va commencer par un milieu défensif néerlandais, Melairo Bogaard. Ouais, Bogaard, qui je crois qu'il est de la famille de l'ancien joueur Bogaard, je ne sais plus, Winston Bogaard de l'époque. C'est un milieu de terrain, écoute, très vertical. Comme il dit Cordo, c'est ce qui manque à l'OM et surtout des joueurs vraiment costauds physiquement. Pour moi, c'est important à l'OM, surtout au milieu de terrain. On joue des équipes qui cochent un peu dans le calendrier le match, donc ils jouent tous à 200%. On a vu des Wabi Kazri traverser le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille à 33 ans. C'est des choses qui pour moi ne doivent jamais arriver, mais ce qui le permet, ouais, tu rigoles parce que tu sais que c'est vrai, c'est interdit. Mais ce qui arrive, c'est que les joueurs, ils ont des ailes et nous, il faut des mecs, entre guillemets, au milieu intraitables. Moi, j'ai kiffé l'époque des Champs parce qu'il n'y avait pas de chichi. C'était Souleymane Diawara, Stéphane Mbia. C'était que des joueurs que tu sais que au milieu de terrain pour les. Et il rentrait Caboret. En plus. Tu vois, c'est pas anodin pour moi, entre guillemets, que tu aies gagné des titres dans ces périodes-là. Mais pour revenir à Bogaard, c'est un joueur à l'aise techniquement, capable de casser des lignes balle au pied. Tu vois, il a des longues jambes, il est assez costaud. À chaque fois, il a la petite touche en plus pour se projeter et obtenir des fautes. C'est un joueur très intéressant. Je crois qu'il est pas mal coté, notamment en Turquie et tout. Et il a eu des pistes en début de mercato. Il est encore disponible. C'est le genre de joueur où tu te dis c'est peut-être pas de la catégorie A, c'est de la catégorie B. Il est encore dispo. Moi, j'irai sur ce genre de joueur, tu vois, au milieu de terrain. Si, bien sûr, tu arrives à en sortir certains et si ça devient un besoin au niveau de l'effectif. Pour ceux qui nous suivent, à chaque poste, vous avez fait du top, on va dire, en fonction des 6 verrous, des 6 critères dont on a parlé au début de l'émission. Et ensuite, ça décroît parce que lui, Melairo Bogaard, a 6 verrous sur 6 critères sur 6 qu'on a énoncés au début d'émission. Et voilà, c'est pas mal avec notamment un doublé championnat plus coupe en Autriche, quand on sait que c'est un championnat qui forme bien, où il y a du rythme. Donc, c'est à noter. Taishi Fukui, qui m'en parle? Ah, c'est moi encore. Allez, vas-y. Écoute, profil technique assez intéressant qui est au Portugal. Moi, je l'ai vu jouer là-bas. Il m'a impressionné sur une petite séquence. Et derrière, j'ai fouillé jusqu'à me faire 1 ou 2 matchs, puis 3. Et en fait, c'est un joueur que je trouve très intéressant au milieu de terrain. Justement dans le côté vertical avec la passe, c'est assez technique, donc il peut être à la création, ça peut être en cas de départ de Timber, un joueur assez intéressant, il a que 22 ans,
Et je crois qu'il a un parcours assez spécial. Il me semble qu'il est passé aussi par le Bayern et d'autres clubs C'est au ça. Portugal. Et pour moi, c'est un joueur très intéressant. Et les joueurs asiatiques, je rejoins ce qu'a dit monsieur Bodmer il n'y a pas longtemps. C'est un marché très très intéressant avec des joueurs top qualité. Et il y en a énormément dans un marché que je scrute moi en Belgique. Et Fukui, je ne connaissais pas, tu vois. C'est un marché de Cordo, mais justement, ça nous arrive des fois dans des trucs croisés de choper des matchs. Et sur des matchs, des fois, tu chopes une action intéressante. Ça peut Bien être sûr, un joueur qui dribble, ça peut être un joueur qui bien laisse sûr. passer le ballon entre les jambes, tu vois. Et donc, lui m'a marqué et je l'ai trouvé super intéressant au milieu de terrain. Ça peut être, dans l'idée de remplacer Kimper, ça peut être intéressant. Ah, comme tu l'as dit, il a été formé au club Sagantosu, puis recruté par le Bayern en janvier Ben 2003, comme tu l'as dit. Donc voilà, pour notre ami Taishi Fukui. On continue avec un joueur de Venezia, de Venise, un droitier états-unien. Là, Cordo, vu ton maillot dont on n'a pas parlé de la Fiorentina, je sais que tu es spécialiste de Serie A. Là, on s'écarte tous, on te laisse Gianluca Busio. Ouais, on est sur de la liste A parce que c'est un très bon joueur. Et en fait, avec Issa Doumbia, le joueur qui a été transféré pour 20 millions d'euros au Sporting, ils ont formé une paire, enfin ils étaient 3, mais ils étaient 2 sur 3 au milieu, à dominer toute la saison le milieu de Série B. Ils ont été monstrueux, jusqu'à même marquer à eux deux presque une quinzaine de buts. On est sur un top joueur, compliqué parce qu'ils viennent prolonger, et compliqué parce qu'ils viennent de sortir leurs meilleurs joueurs, donc ça va être dur de les convaincre de te le prendre. Mais tu as l'argument quand même de venir à Marseille, de jouer la Coupe d'Europe. On est sur un profil pur box-to-box, relayeur. Ça ressemble à du Guendouzi bon niveau. C'est même meilleur à la finition que Guendouzi. Ça tire les coups de pied arrêtés. Il a un pied droit très, très, très précis. Il répète les efforts. Voilà, c'est top joueur, à mon avis, en devenir. On va en entendre parler. Je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ça jouera la Coupe d'Europe facile, quelque part. Et si c'est chez nous, ben, tant mieux. Joueur. Donc, ce qui est à noter, c'est la régularité de présence exceptionnelle. Il n'a jamais été blessé sur une longue période. Voilà. Non, mais c'est une folie. Je te dis, c'est un Guendouzi. Ça court 10-11 km par match. C'est fort techniquement. Ça propose toujours des solutions dans l'entrejeu. C'est un top joueur. Mais comme tous les très bons joueurs, même des joueurs de seconde division européenne, c'est dur à avoir. C'est dur à avoir ces joueurs-là. Donc, pour Gianluca Busio, on a fait le tour des milieux de terrain. Là, on va passer par le poste, c'est ça qu'on a laissé à la fin, qui fait rêver tous les fans de foot. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille a Amine Gouiri, qui, pour le suppléer sur le banc, pour le challenger un peu durant toute la saison, parce que Gouiri, on sait qu'il est parfois sujet à blessure. Actuellement, dans l'effectif olympien, il y a Amine Gouiri, Neil Maupay, Faris Mumbagna. Amine Gouiri revient tranquillement après sa blessure. Neil Maupay marque un match amicaux, il est quand même présent. Mumbagna, un peu plus compliqué, mais même pour vous, l'idée c'est de garder Gouiri et de, comme on dit, de vendre Maupay, Mumbagna, de s'en séparer. Donc vous avez fait une liste, vous m'arrêtez si je me trompe, de 4 attaquants. Et on commence par un attaquant né à Ivry-sur-Seine qui joue au Club Bruges. Ouais, je m'y colle. Au Cercle Bruges. Au Cercle Bruges, attention. Pas au Club Bruges. Important. Club Bruges, le club important. Ouais. Mais c'est pas grave parce que c'est un championnat ciblé par Sheriff. C'est un championnat qui post-forme très très bien la Belgique, que ce soit première ou deuxième division. Et en fait, parce que je vois venir là, vous voyez derrière leur ordinateur, ceux qui vont dire mais il a même pas mis 10 buts et vous nous proposez des joueurs comme ça là. Je vous vois les gars. Le but de notre présence ici, c'est pas de citer les joueurs qui ont mis 20 buts en Pologne, en Suède. On les connaît, tout le monde les connaît, ceux-là. Ne vous inquiétez pas. Les recruteurs, ils les connaissent. Et surtout créer de la valeur et comme tu l'as dit, comme on l'a dit, avoir des joueurs adaptés à toutes les problématiques et aux caractéristiques que présente l'Olympique de Marseille aujourd'hui. L'intérêt de Ngoura, on en revient à nos 6 critères. Français, connaît la Ligue 1, connaît les méthodes de travail, Genesio, tout ça, parce que ça vient de la FFF, il a fait toutes les équipes de France jeunes. Profil différent de Gouiri, donc ça t'apporte une solution différente à ton coach. C'est quel profil? C'est un profil targetman, comme disaient les Anglais, grand, qui cale la balle comme il faut, qui sait se mettre dos au jeu, s'enrouler sur son défenseur, se tourner, mettre le début de la tête. Il n'est pas embêté en plus avec ses pieds. Pas embêté avec ses pieds, bonne frappe de balle bien puissante.
Donc, totalement différent de Gouiri, complémentaire pour jouer même avec lui. Donc voilà. Il est passé par le Havre, c'est ça? Et il est passé par le Havre et il a été vendu par le Havre à l'époque où il avait besoin d'argent vraiment vital et c'était un peu la plus grosse valeur. Il jouait. Il est parti pour aussi permettre au club de rester et de passer dans les clous à DNCG. Ça ferait partie des transferts peut-être les plus onéreux du marché marseillais parce que sa valeur est estimée entre 8 et 12 millions d'euros. Après, c'est un attaquant, c'est le jeu. Et Voilà, ouais, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est un attaquant, ça coûte cher. Ouais, et il a 100% de ses buts marqués depuis l'intérieur de la surface de réparation. C'est la spécificité de ce joueur, donc ça corrobore tes propos. Bastien Cordoleani qui est avec nous. Il a beaucoup joué aussi, 94% des rencontres disputées. On continue par un joueur qui a 5 critères sur 6. Un joueur donc qui peut jouer attaquant droit, qui peut jouer axial. Un joueur de 23 ans, c'est Ibrahima Baldé. Baldé, c'est profil très complet. Donc, il peut jouer 2 postes, mais surtout, c'est un profil. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est un joueur, tu l'envoies au feu et tu lui dis, c'est le genre de joueur, tu le fais rentrer à 70e minute, tu mènes d'un but, tu es à 10 contre 11. Tu lui dis, mon pote, mets-toi sur le flanc, fais-moi un pressing de fou et essaie de me bonifier le peu de ballon que tu vas avoir en obtenant des coups francs, en rentrant dans la surface adverse. Il va le faire. Il va le faire parce que c'est un bosseur. Parce que, comme tu dis, ça vient de joueur de Rodez aussi. C'est Rodez, c'est la formation de la besogne, du travail. Ouais. C'est le 3-5-2 où tout le monde doit être au diapason, sinon tu ne joues pas. Donc, c'est ça aussi, cibler un marché. C'est cibler un joueur qui joue dans un système. On a vu que, je fais une petite parenthèse, les joueurs de l'Atalanta, à un moment donné, ils avaient du mal à s'exporter. Parce qu'ils étaient tellement formatés au jeu de Gasperini que dès qu'ils sortaient de ce cadre-là, ils avaient du mal. Donc, Baldé, c'est un peu ce type de joueur-là, c'est-à-dire qu'il a été façonné dans ce jeu-là. Mais c'est tellement utile dans une équipe d'avoir un mec comme ça que tu es obligé de penser à lui, en tout cas si tu as peu de budget, dans un poste d'attaquant. Et toujours pareil, profil différent de Gouiri, un peu moins technique, mais plus vertical, plus puissant sur les premiers appuis, etc. Est-ce que c'est le joueur qui peut challenger Gouiri? Parce que mine de rien, sa valeur, elle est aux alentours d'1 million d'euros. Mais des stats que je lis, il est passé de 7 à 12 buts, c'est pas rien d'avoir mis 12 buts dans un championnat professionnel. 90% de ses buts sur l'année 2026. Ouais, donc c'est une dynamique de fou, quoi. Voilà, exactement. Il est sur la dynamique folle. Il est sur les hauteurs des montagnes. Là. Il peut challenger Gouiri pour toi, Bastien? Non, pas sur une place de titulaire. Non, pas du tout. Ça serait un vrai remplaçant qui jouerait, moi, avec lui. Demain, je suis coach, ça m'arrivera jamais. Je préfère avoir lui comme OP dans mon effectif. Mais ça n'engage que moi. Ok, par rapport au poids qu'il peut apporter, au poids qu'il peut amener sur la défense. On va avancer sur un joueur, un Suédois. Il a double nationalité avec l'Érythrée. Paulos Abraham, qui veut nous en parler, Chérif, tu vois? Allez, go, vas-y. Ouais, c'est un joueur que moi je trouve super intéressant. Il est assez costaud, il a des très bons appuis. Très bon finisseur dans la surface. Je crois, il doit avoir 24 ans, quelque chose comme ça, ou peut-être 23. Il a 24 ans, c'est ça. Il a 24 ans. C'est un joueur pour moi qui arrive un peu, tu vois, à son prime, j'ai envie de dire, tu vois. Très à l'aise dans la surface, les 2 pieds, déclenche assez rapidement. Ça peut être, franchement, ça peut nous aider. Et pareil, dans l'idée d'avoir un joueur qui arrive en forme, parce que la saison elle est encore en cours là-bas en Suède. Et c'est un joueur qui marque pas mal. Je crois, il a 8 ou 10 buts depuis le début de saison. Et même en Coupe d'Europe, sur les barrages qu'il joue, ou sur le peu de matchs que je l'ai vu en Europe, et je l'ai trouvé super intéressant. Honnêtement, il se trouve rapidement la cage, même quand il ne voit pas la cage, c'est le vrai attaquant, il enclenche. Et il arrive rapidement aussi à sortir du marquage du défenseur avec une méchante fin de frappe. Et derrière, il enchaîne avec une frappe, tu vois, il a une vraie qualité de frappe en plus de ça. Donc, mine de rien, c'est intéressant parce qu'il tire autant du droit que du gauche pour son style de jeu. Donc, il y a une imprévisibilité chez ce joueur. Et voilà, c'est un buteur, 8 buts, 3 passes D, 27 matchs, 8 buts, 4 passes D en 2025. Avec Göteborg, 7 buts, 2 passes D en 22 matchs. Donc, mine de rien, de gratter à chaque fois, d'être au-dessus de 5 de ses buts. C'est vrai qu'on a été on est matrixé par les très grands joueurs. Techniquement, il joue juste. Ouais.
Il joue juste. Ah, pas il est juste. Il joue juste. Ouais, il est juste dans le sens où il n'est pas limité. Il joue Non, juste. non, Il a une justesse dans son jeu technique. Le joueur d'Amarby, donc voilà, qui a les deux pieds. Il peut jouer lié gauche et avant-centre. Qui peut nous. justement, Vas-y. dans le même style de joueur qui joue juste, c'est Joseph Pencil que je Ah vais ben te vas-y. parler maintenant. Allez, vas-y, go. Il joue en MLS à LA Galaxy. Galaxy. Donc, c'est un attaquant mobile. Moi, je trouve super intéressant. Pareil, ça fait quelques années qu'il performe en MLS. Il maîtrise un peu tous les aspects du jeu. Il est assez tonique sur les appuis. Pareil, il se met rapidement en position de frappe. Pareil, capable d'enchaîner des feintes de frappe à l'entrée de la surface et de déclencher derrière. Il peut jouer sur tout le front de l'attaque. Il est meilleur quand il joue dans l'axe et qu'il y a du monde quand même, qu'il y a de la densité. Mais moi, c'est un joueur que je vois tous les jours réussir ailleurs. Alors lui, il a 28 ans, donc il aura un peu moins de valeur. Mais je pense que vu qu'il est coté aussi en Europe, il y a certains clubs turcs qui veulent le faire assez rapidement. À voir parce que la saison elle est en cours en MLS. Mais moi, c'est un joueur que chaque fois que je vois et que je trouve bon à chaque fois. Il a un petit souci aussi de blessure aux ischio-jambiers. Est-ce qu'il arrive là? Bon, c'est bon, il enchaîne quand même les matchs récemment. Là, il enchaîne. Ok. Il enchaîne et son équipe, quand il est sur le terrain, ça n'a rien à voir. Ouais, 77 buts quand même en carrière professionnelle, c'est pas rien pour le Ghanéen. On a fait le tour au niveau des attaquants, on a fait le tour de tous les postes. S'il y a des opportunités, on y va. On va aller très rapidement. J'ai pas pour être transparent. Oui, je les ai les photos des joueurs. On a notamment Anthony Moussaba. On va le faire assez rapidement. Donc c'est joueur, c'est un Néerlandais lui aussi. Vas-y, Shérif. Ouais, ben moi, en fait, c'est un ailier gauche. C'est un Hollandais, originaire du Suriname lui aussi, comme Bogarde. Et c'est un joueur super intéressant qui s'est révélé en Turquie surtout, qui a explosé là-bas. Il a signé à Fenerbahçe, mais tu connais les clubs turcs, ils aiment trop acheter des joueurs. Ils s'en foutent qu'ils ont 8 ailiers gauche, 8 ailiers droit. La planification, elle est derrière. Quoi. Qui est ciblé là, un ailier gauche pour Fenerbahçe. Et ils ont déjà Turkoglu, ils en ont d'autres, ils ont Mason Greenwood, ils ont pas mal d'ailiers. Donc, Néné Dorgelès, c'est vraiment un joueur que moi je trouve intéressant. Et pareil, ça peut être intéressant si on arrive à l'avoir pour pas cher. Et si eux veulent le sortir parce qu'ils en ont trop, je pense que ça peut être super intéressant. C'est vraiment si Pac Chao sort pour moi, parce que sinon ça risque d'être compliqué de le faire sauf en prêt. Et là, quand on parle d'opportunités là maintenant, je veux bien préciser que c'est des joueurs qui sortent du cadre justement des conditions qui sont fixées par Lorenzi et tout, parce que c'est des joueurs qui sont plus chers, mais c'est des joueurs qui peuvent apporter par contre une grosse garantie, qui n'a rien à voir avec les joueurs qu'on vient de citer, qui sont de l'observation sur toute l'année. Oui, c'est un joueur que tu n'es pas trop censé avoir et que et qui rentre pas peut-être dans tes conditions. C'est Hendrick du Real Madrid à Lyon l'année dernière. C'est un joueur qui n'est pas censé finir à Lyon et puis l'occasion a fait que le joueur il voulait partir, il voulait du temps de jeu, Lyon s'est présenté. Comme ça, dans un mercato. Ok, le joueur donc Anthony Moussaba, donc qui est passé par la Ligue 1 entre Monaco et Metz, connaît le football français. C'est cette particularité, on en a parlé dans ce marché des transferts. Jean-Claire Todibo, vous l'avez mis. Bastien, Jean-Claire Todibo en une, deux phrases. Voilà, une, deux phrases. Défenseur central axe droit pour être titulaire façon William Saliba, une saison, pas plus, parce que ça ne pourra pas durer plus. Et voilà, pour s'ouvrir les portes de l'équipe de France. Alors, on rappelle à Jean-Claire Todibo quand même qui a s'ouvrir les portes de l'équipe de France parce qu'il a été international français, même s'il a été donc relégué avec le club 2 au West Ham. Donc pour lui, la volonté de partir. Et comme je l'avais annoncé sur mes réseaux, il veut venir à l'Olympique de Marseille. Après, c'est l'histoire des contrats, de la faisabilité du club phocéen. Ça, en tout cas, ça, on est sûr de rien. Mais sur lui, Todibo, c'est sûr qu'il veut venir à l'OM. On continue sur ces opportunités de marché. On va mettre un petit coup d'accélérateur sur les 3 derniers joueurs. Là, on est sur un avant-centre en Suisse, Zeki Amdouni. Ouais, Zeki Amdouni, super joueur, très intéressant. Pareil, c'est un joueur qui s'est pas mal blessé l'année dernière, qui sort d'une rupture des croisés. Donc, pareil, ça rentre pas dans la logique entre guillemets sportive et de ton observation toute l'année. Mais si tu as l'opportunité de le faire rentrer en prêt, ça peut être un pari qui devient ton titulaire ou un joueur qui stat et qui aide ton équipe à gagner pas mal de matchs dans la saison. Et pour enchaîner,
Ça peut Et il être a fait juste rapidement, c'est le joueur quand même rapidement. c'est le joueur, je te coupe, c'est le joueur qui joue à Burnley, donc c'est pas mal en première ligue. Oui, Burnley, Voilà, à Burnley, il était prêté prêté aussi à pendant un Benfica. moment. Ouais, c'est ça. Euh, Pas énormément de réussite sur ses prêts, tout ça, mais c'est un joueur qui a vraiment de la qualité, pétri de qualité. Alors, Il centre sort d'une suisse. blessure. Pourquoi pas à relancer chez nous? En tout cas, c'est un joueur qui apporte quand même de la garantie au niveau de la technique. Tu vois, c'est un vrai joueur devant. Bon, un joueur qu'on connaît quand même très bien, c'est Lazare Samardzic. Trop bien. Bastien. Trop bien, Qu'on connaît trop que trop bien, bien. trop Ah, mais bien. c'est des opportunités. Par exemple, je vois bien Balzaretti décrocher le téléphone et dire Ouais. non, c'était appelé en janvier. Qu'est-ce que tu comptes faire cette saison? Faut pas oublier quand même que l'OM va jouer la Coupe d'Europe. Il y a des joueurs. Donc toi, tu as sorti une photo d'Ibo, mais je pense qu'il y en a beaucoup des joueurs qui aimeraient quand même venir se dire bon, tu sais quoi, sur un OM version on rebondit entre guillemets. T'as la bonne douzaine de joueurs là qui a dû appeler ou faire appeler par les agents. Faut pas se mentir. Hein. Il y en a, quand ils voient qu'ils sont au bout du banc ou qu'ils sont pas bien avec leur coach et tout, Bien ils sûr. réfléchissent. Hein. C'est pas des ânes. Hein. Ouais. Bien sûr. Et Et joueur, on donc, voit l'OM jouer la vas-y. Coupe d'Europe. Voilà. Donc ouais, Samardzic, Saragossa, on peut aller vite. Hein, c'est des joueurs qu'on connaît. Rapidement, Samardzic, pour ceux qui nous suivent, on l'avait vu sur la photo qui s'est affichée. Il a joué contre l'Olympique de Marseille avec le club de l'Atalanta Bergame, international serbe, donc un joueur qui a quand même voilà, de la consistance. Bon, c'est une valeur de 16 millions d'euros. Donc là, voilà, opportunité, ça peut être du prêt, ça peut être un peu des négociations, c'est-à-dire faire baisser la valeur en fonction, comme tu as dit, de la situation. Ça peut être une opportunité, comme tu as dit, Brian Zaragoza. Je te laisse enchaîner par les gauche espagnols. Ben voilà, ben, tout le monde connaît un joueur, Ouais. un autre mélangeur, tu vois, on avait parlé d'un mélangeur, un autre mélangeur, mais lui qui est carrément sur des saisons blanches parce qu'il ne joue plus. Ouais. Prêté à la Roma, il n'a pas joué là-bas. Le Bayern a annoncé officiellement cette semaine qu'il n'était pas dans les plans Dans le loft. de l'équipe première. Donc ça, c'est bien parce que c'est le genre d'annonce qui fait baisser la valeur drastiquement d'un joueur. Donc, opportunité de marché à saisir. 6 buts en Liga avec Grenade lors de la saison 2023-2024. C'est un peu son dernier beau passage. Après, c'est des saisons à un seul but, comme tu l'as dit, compliqué avec peu de temps de jeu, 19% des minutes disputées. Ouais, mais après, avec la Roma. Tu verras, Nordine, que il a une valeur de 10 à 15 millions d'euros, ouais, parce que du coup, c'est un joueur qui est. Tu verras que tous les Français de l'étranger, ils seront annoncés sur les tablettes de l'OM. Et tu verras aussi que ça sera, entre guillemets, le marché des opportunités. Tu auras des Imran Louza qui vont être cités à l'OM. Tu vas avoir des joueurs comme ça, entre guillemets, qui vont toujours être cités et qui vont être, entre guillemets, vraiment sur le marché. Donc ça va être un marché d'opportunités à voir si c'est des joueurs qu'on va faire ou pas. Mais ça reste une possibilité de marché pour l'OM, de rapatrier des Français de l'étranger. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et comme on le dit, on le rappelle, ce sont vos joueurs à vous que vous avez ciblés en fonction de vos marchés avec votre boîte CB Scouting. Vas-y, Chérif, tu peux. Et de ce qui reste. C'est important parce qu'honnêtement, nos 10 premiers noms de chaque championnat, ils sont tous partis. Je pense à Erensberg, Opoku en Belgique et encore Skoras, Cassini à Lens. Milan Roberecht, que Chérif avait ciblé tôt, hein, qui ressemble énormément à Thauvin, donc il aurait été parfait pour remplacer Greenwood. Mais lui, dès fin juin, il avait déjà signé ailleurs. Roberecht, pareil, exactement. Portugal, donc Noah Saviolo, pareil, qui a pris de la valeur aussi, que Cordo avait observé. Donc c'est que des joueurs comme ça, entre guillemets, qui partent rapidement. Donc il va rester beaucoup de joueurs sur lesquels il va y avoir des paris de lancer, entre guillemets. Donc, voilà, donc on se prépare. En tout cas, merci à vous, les gars, merci à vous. Bastien Cordeani, CB Scouting, on te retrouve aussi sur l'émission Le Phocéen. Tu y es toujours de temps en temps? Oui, bah écoute, quand on fait appel la saison va reprendre, vous avez repris là? Vous avez repris la saison avec le Phocéen? Je sais pas. C'est le mercato. Ah ouais, c'est le mercato là, vous êtes où? Ah voilà. Sauf que c'est une piste A. Entre deux matchs. Bastien Cordelani et toi, Chérif Bouchiki, qu'on retrouve donc sur l'Insta United Football, l'Insta United Foot, l'émission donc de l'Insta. Ah oui, toi, Chérif, je parle de toi à troisième personne parce que c'est. N'hésitez pas à venir nous parler sur les réseaux. N'hésitez pas à venir nous parler, Chérif et moi, dans le respect toujours, mais si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez. Nous, on est ouvert au dialogue, au contraire, ça fait avancer les choses.
Si vous avez des questions sur notre manière de bosser, si vous avez des questions sur pourquoi on a choisi ce joueur et pas celui-là. Toujours ouvert pour parler C'est football. ça qui est intéressant dans cette émission, c'est que là, on a mis des choses sur la table. Donc après, si vous voulez en discuter avec nous, on répond à tout le monde dans le sens où, tant que ça reste respectueux, on n'est pas encore sur Saturne. Donc tant qu'on a les pieds sur terre, profitez-en et on discute avec tout le monde. L'échange comme on a l'habitude de le faire. Je vous remercie les gars et merci d'avoir assisté à cette première de Dans l'œil du scout, une émission que vous allez retrouver mensuellement, hebdomadairement. On va voir en fonction de nos disponibilités. Passez une bonne soirée à celles et ceux qui nous suivent. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Non, on représentait les scouts de France. Et c'est ça qui me paraît important, c'est que pour les jeunes ou pour les adultes, on sent qu'on fait partie d'un mouvement, d'une grande famille.